Salut à toi, c'est Guillaume de Philanthrope. Aujourd'hui, on va parler d'un outil d'investissement ultra puissant que beaucoup de gens utilisent, parfois sans vraiment comprendre comment ça marche. Pour d'autres, ce serait une piqûre de rappel. Et personnellement, cette vidéo m'a rassuré dans mes choix d'investissement. Donc on va faire un focus sur les ETF. Si tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça signifie pour ton argent à toi. Au programme, c'est quoi un ETF concrètement? Les principaux types d'ETF, le cadre UCITS en Europe, pourquoi il protège ton argent, les ETF hors UCITS, ce que ça change vraiment, et surtout, un ETF, c'est vraiment solide. On verra différents scénarios réels. Allez, on commence. D'abord, posons les bases. Un ETF, Exchange Trade Fund, c'est comme un panier d'actions ou d'obligations que tu peux acheter en une seule fois. Au lieu d'acheter toi-même des actions Total, LVMH, Air Liquide, Apple ou encore Microsoft, une par une, tu achètes un seul produit, l'ETF, qui va copier automatiquement la performance d'un indice. Par exemple, le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World, etc. En clair, tu achètes une part d'un ETF. Cette part représente un tout petit morceau d'un grand panier diversifié. Si l'indice monte, ton ETF monte. Si l'indice baisse, ton ETF baisse. Prenons un exemple ultra simple. Un ETF S&P 500. C'est un panier qui contient les 500 plus grandes entreprises américaines. Acheter une part de cet ETF, c'est comme investir dans ces 500 entreprises d'un coup, automatiquement, sans avoir à tout gérer toi-même. Pourquoi les ETF sont devenus aussi populaires? Premier point, ils sont diversifiés. Tu ne mises pas tout sur une seule entreprise. Ils sont pas très chers. Les frais, le TER qu'on verra par la suite, sont souvent très bas. Ils sont plutôt simples à comprendre. Tu suis un indice, pas besoin de faire du stock picking. De la sélection d'actions une par une pour créer ton propre portefeuille. Et dernièrement, ils sont liquides. Ça s'achète et ça se revend comme une action en bourse. Et à long terme, ils sont souvent plus performants que la majorité des gérants humains. Si je devais résumer, ETF égale un panier automatique qui copie un indice. Tu achètes une part, tu es investi dans plein de titres à la fois. Maintenant que tu vois ce qu'est un ETF, on va regarder les différents types. Parce que derrière le même mot ETF, il y a en réalité des familles très différentes à distinguer. On va d'abord les différencier par rapport à leur type de réplication. Première grande distinction, comment l'ETF copie l'indice. Le premier, le plus intuitif, un ETF physique ou réel. L'ETF achète vraiment les actions ou obligations de l'indice. Pour te donner un exemple, un ETF CAC 40 détient les 40 actions du CAC 40 en cours. C'est transparent. Tu peux voir la liste des titres. Le risque spécifique lié à la structure est très faible. On va le voir par la suite, ce qu'est le risque de la structure juridique. Deuxièmement, un ETF synthétique, via swap. Là, l'ETF ne détient pas directement les actions qu'il suit. Il utilise un contrat financier avec une banque, qu'on appelle un swap. L'idée, c'est de reproduire la performance de l'indice. Quel est l'avantage? Ça permet de suivre des indices plus compliqués. Par exemple, certains marchés émergents, des matières premières, ou certains indices étrangers. L'inconvénient, il y a un petit risque de contrepartie, c'est-à-dire le risque que la banque avec laquelle l'ETF a signé le contrat fasse défaut. En Europe, ce risque est fortement encadré. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo avec le cadre UCITS. Second type de famille, les ETF par classe d'actifs. Un ETF n'est pas forcément sur des actions. Ça peut aussi être. Comme je viens de le citer, ETF actions, ce sont les plus connus. Ils suivent des indices comme le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World, le Nasdaq, Europe, émergents, etc. La seconde sous-famille, l'ETF obligations. Il investit dans des obligations d'État, des obligations d'entreprise, plus ou moins court, moyen ou long terme. La troisième sous-famille, les ETF matières premières. Par exemple, l'or, le pétrole, l'argent. Souvent via des contrats financiers, les ETF synthétiques. Parfois via or physique stocké. Quatrième sous-famille, les ETF immobiliers. À l'international, ce sont les REIT. Ils investissent dans des foncières cotées, donc de l'immobilier coté en bourse de manière indirecte. Troisième famille, par objectif ou stratégie. Tu as aussi des ETF qui se différencient par leur stratégie. Les ETF classiques indiciels. Ils se contentent de copier un indice. S&P 500, MSCI World, etc. Deuxième sous-famille, les ETF sectoriels. Ils ciblent un secteur. Tech, énergie, santé, défense, IA, énergie propre, etc. Une autre sous-famille, les ETF Smart Beta, également appelés factoriels. Ils ne suivent pas juste un indice classique.
mais une stratégie. On va avoir les values, entreprises sous-évaluées, qui va se baser notamment sur les fondamentaux. Le momentum, action qui monte en ce moment. Les low volatility, les quality, etc. Autre sous-famille, les ETF thématiques. Ils se concentrent sur des tendances de fond, comme par exemple la robotique, les technologies propres, l'eau, la cybersécurité, le vieillissement de la population, etc. L'autre sous-famille, les ETF dividendes. Ils ciblent les entreprises qui versent beaucoup de dividendes, comme par exemple les dividendes aristocrates. La prochaine famille, très important pour ta stratégie personnelle, par politique de distribution. Un ETF distributing, qui va se lire avec la lettre D, dans le nom de ton ETF, les dividendes sont versés en cash sur ton compte. Idéal pour des revenus passifs directement. Le second, ETF Accumulating. Cette fois-ci, il va être indiqué soit par la lettre C ou par l'acronyme ACC, Accumulating. Les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF. Ça, c'est généralement ce qu'on privilégie pour une croissance long terme, grâce aux intérêts composés. Et notamment pour éviter un déclenchement de l'imposition, comme par exemple sur le compte titre ordinaire. La prochaine famille, par devise et couverture de change. Vous avez d'une part les non couverts, il va être indiqué dans le nom de ton ETF par unhedge. Tu es exposé à la fluctuation du taux de change. Exemple, un ETF S&P 500 en dollars, alors que toi tu es en euros, ta performance dépend à la fois de la bourse américaine et du taux euro-dollar. Le second, il est couvert. Cette fois-ci, il va être informé sous la forme de hedge, souvent EUR-H. EUR ou USD si c'est du dollar, etc. L'ETF met en place une couverture de change pour neutraliser cet effet. Tu suis donc surtout l'indice sans subir la variation de devise. Attention, si ta devise, par exemple en euros, baisse face au dollar, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, et ce n'est pas un conseil en investissement, eh bien tu te retrouveras influencé également par ce taux de change. Prochaine famille, par structure juridique. Et là, on arrive sur un point clé pour la sécurité de ton argent. Les ETF UCITS en Europe et les ETF hors UCITS, US, Asie, structure exotique, etc. C'est ce qu'on va détailler maintenant, parce que c'est là que tout se joue en termes de protection juridique. Tu vois souvent écrit UCITS dans le nom d'un ETF, mais ça veut dire quoi concrètement? UCITS signifie Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. Tu noteras l'accent en commentaire. En français, ce sont les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En pratique, UCITS, c'est un label réglementaire européen qui impose un cadre très strict pour protéger les investisseurs particuliers, harmoniser les règles dans toute l'Europe, garantir un haut niveau de sécurité, de transparence et de liquidité. Quand un ETF est UCITS, ça veut dire qu'il respecte tout un ensemble de règles obligatoires, mises en place par l'Union européenne. Le principe juridique fondamental d'un ETF UCITS est un fonds d'investissement indépendant, avec un patrimoine séparé de celui de la société de gestion, dont les actifs sont gardés chez un dépositaire indépendant. La plupart du temps, c'est une grande banque, sous le contrôle d'une autorité de régulation, AMF, CSSF, BaFin. Alors, quelles sont les conséquences directes? Même si la société de gestion fait faillite, ton argent, lui, est juridiquement protégé, parce qu'il est séparé. On a donc 3 acteurs clés dans le cadre UCITS. Premièrement, la société de gestion. C'est elle qui crée et gère l'ETF. Il doit posséder la certification PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, qui lui permettent d'émettre l'ETF. Elle va choisir l'indice suivi, va fixer les frais, choisit la réplication, physique ou synthétique. Mais elle ne détient pas l'argent. Second acteur, le dépositaire. C'est souvent une grande banque qui joue le rôle de coffre-fort juridique. Elle conserve réellement les titres, elle contrôle les flux, elle vérifie que la société de gestion respecte les règles. Le dernier acteur, c'est le régulateur. AMF, CSSF, BaFin, etc. Il autorise la création de l'ETF, contrôle les documents, peut sanctionner ou bloquer un fonds s'il ne respecte pas les règles. Voici les grandes règles UCITS qui te protègent. Premièrement, une diversification obligatoire. Un ETF UCITS ne peut pas mettre plus de 10% dans une seule entreprise, hors cas très particulier. Ça limite fortement le risque de concentration. Première règle stricte sur les ETF synthétiques, pour les ETF avec swap, UCITS impose un collatéral obligatoire, une exposition à la contrepartie limitée à 10% maximum.
Et pour finir, une valorisation quotidienne pour tenir informé l'investisseur. Même si la banque de swap a un problème, la perte potentielle est fortement limitée et encadrée. Elle a des liquidités obligatoires, donc l'ETF doit être rachetable à tout moment, publier sa valeur chaque jour, permettre la création et la destruction de parts. Concrètement, ça veut dire que tu peux acheter et vendre facilement, en conditions normales de marché. Il est exigé également une transparence maximale. Un ETF UCITS doit publier sa composition exacte, ses frais, dont le TER, qu'on parlera prochainement, sa méthode de réplication, ses risques, ses performances. Rien n'est censé être caché. En résumé, ce cadre UCITS t'apporte une protection juridique de ton argent, une séparation stricte des actifs, un risque de fraude très limité, une surveillance réglementaire forte, un accès facilité dans les enveloppes comme le PEA, l'assurance vie, le compte titre. Mais attention, UCITS ne supprime pas les risques de marché, c'est-à-dire la baisse des marchés, la volatilité, le risque économique, le risque de change. UCITS te protège des risques structurels, mais pas des pertes de marché. Mais alors qu'est-ce qu'on fait des fonds hors UCITS? Ils sont plus libres, plus risqués. Maintenant, parlons des produits hors UCITS. Déjà, ça veut dire quoi? Ce sont des ETF ou des fonds qui ne respectent pas la réglementation UCITS. Ils sont souvent domiciliés aux États-Unis, en Asie ou dans des juridictions plus souples, comme par exemple les îles Caïmans. Elles vont permettre des stratégies plus agressives. Comme ils ne sont pas limités aux 10%, ils vont pouvoir faire des leviers importants, profiter de fortes concentrations et également s'ouvrir à des produits spéculatifs. Et également la crypto-monnaie, etc. Attention, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas soumis aux mêmes standards de protection. Si on devait identifier des grandes différences avec le cadre UCITS, typiquement dans le hors UCITS, la séparation des actifs n'est pas toujours aussi claire, le dépositaire indépendant n'est pas toujours imposé, la transparence est variable, et le risque de contrepartie peut être supérieur à 10%. L'accès pour les particuliers européens est souvent restreint ou indirect. Pour un investisseur débutant long terme, qui prépare sa retraite ou son patrimoine familial, ce n'est pas l'outil idéal. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose. Ok, mais si ma banque, mon assureur, où je détiens mon assurance vie, ou la société de gestion, change ou fait faillite, qu'est-ce qui se passe pour mon ETF? On va regarder plusieurs situations, en restant surtout dans le cadre UCITS, puisqu'en Europe, c'est la norme. Premier cas de figure, ta banque ou ton courtier déréférence un ETF. On va prendre l'exemple où tu as un ETF dans ton PEA ou ton compte titre, et ton courtier décide de ne plus le proposer à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Tu ne peux plus acheter de nouvelles parts. Mais tu peux garder celles que tu as déjà. Tu peux vendre quand tu veux, tant que l'ETF est coté. Ton ETF continue d'exister. Il est juste retiré de la gamme commerciale de ton intermédiaire, donc ton courtier. Ton argent reste investi. L'impact principal, c'est que tu ne peux plus renforcer ta position via ce courtier. On va prendre le cas où tu détiens une assurance vie et ton assureur le déréférence. Là, c'est un peu différent, parce que dans une assurance vie, ce n'est pas toi qui détiens directement l'ETF, c'est l'assureur. Quand l'assureur déréférence un ETF, il y a deux grandes options. La première, fermeture totale du support. L'assureur vend l'ETF pour toi au prix du marché. La valeur est soit versée sur le fonds en euros, soit transférée vers un autre support de ton contrat. Tu récupères 100% de la valeur de ton ETF à ce moment-là. Tu ne perds pas ton argent, mais si c'est la valeur à ce moment, tu peux soit cristalliser une plus-value ou une moins-value. Et tu n'as plus accès à cet ETF dans ce contrat. Deuxième cas de figure, le blocage des nouveaux versements, mais maintien des positions. Dans ce cas, tu gardes ton ETF dans le contrat. Tu ne peux juste plus en racheter. Là encore, ton capital ne disparaît pas. Le problème, ce n'est pas le déréférencement en soi. C'est surtout la liquidité du sous-jacent, soit le produit sur lequel repose ton ETF, comme on va le voir avec quelques exemples réels qui se sont passés. Par exemple, quand le marché lui-même se bloque. Même avec un cadre réglementé, il peut y avoir des cas où les actifs deviennent illiquides. Les marchés sont fermés ou la valorisation est impossible. Dans ces situations, assureurs et gérants peuvent légalement bloquer les rachats.
le temps de retrouver un prix fiable. Je vous mets l'article juste au-dessus. Et voici les exemples réels. C'est ce qui s'est passé avec les fonds H2O en 2020 avec des obligations quasi liquides. Les actifs russes en 2022 après les sanctions. Marché fermé, valorisation quasi impossible. Les produits structurés, Lehman Brothers en 2008, émission par une banque qui fait faillite. Ce qu'il faut retenir, quand le marché devient invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le valoriser correctement, ton intermédiaire peut bloquer temporairement les rachats. Ce n'est pas parce qu'il confisque ton argent, c'est parce qu'il n'a pas de prix fiable sur lesquels se baser. Autre cas de figure, la société de gestion remplace ou fusionne ton ETF. On va imaginer que la société de gestion décide de fusionner ton ETF avec un autre, ou alors de le liquider et d'en lancer un nouveau. Dans un premier temps, la fusion de fonds. Tu reçois automatiquement les parts du nouvel ETF. Point. La valeur totale reste la même, hors variation de marché. Souvent, il n'y a pas de fiscalité immédiate sur l'échange. Deuxième possibilité, la liquidation pure. Le fonds est fermé. Les actifs sont vendus. Et tu reçois le cash correspondant sur ton compte ou ton contrat. Ensuite, libre à toi de réinvestir. Dans tous les cas, dans le cas de réussite, les actifs restent séparés de ceux de la société de gestion. Retiens bien ça, on ne peut pas venir piocher dedans pour combler les dettes du gestionnaire. Dernier point, et si la société de gestion fait faillite? C'est le scénario qui fait le plus peur. Mais il est en réalité bien encadré en UCITS. Les actifs de l'ETF sont détenus par le dépositaire. Ils sont séparés juridiquement des comptes de la société de gestion. En cas de faillite, soit une autre société de gestion reprend l'ETF, soit l'ETF est liquidé et tu reçois la valeur de ta part. Donc là encore, dans le cas de UCITS, le risque principal reste un risque de marché, pas un risque de disparition magique de ton argent. Maintenant que tu vois ce qu'est un ETF et les grands types qui peuvent exister, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Un ETF, est-ce que c'est cher? La bonne nouvelle, c'est que les ETF font partie des produits les moins chers du marché pour investir en bourse. Mais il faut comprendre quels frais tu payes vraiment et où tu les payes. Et donc, voici les différents frais d'un ETF qui peuvent exister. Les frais principaux, qui ont été mentionnés auparavant dans la vidéo, le TER, Total Expense Ratio en anglais. C'est le principal coût des ETF. En français, c'est tout simplement les frais de gestion annuels du fonds. Ils sont déduits automatiquement de la performance de l'ETF. Tu ne verras jamais une ligne frais ETF sur ton compte. C'est littéralement intégré dans le prix de ta part. Voici quelques ordres de grandeur typiques pour s'y retrouver. Un ETF S&P 500, il va être entre 0,03% et 0,15% par an. Un ETF MSCI World, entre 0,12% et 0,40%. Les ETF thématiques sont un peu plus chers, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, cybersécurité, etc., entre 0,45% à 0,75% par an. Les ETF complexes Smart Beta, entre 0,30 à 0,80%. Qu'est-ce qu'on va retenir? Plus le TER est bas, mieux c'est pour toi, surtout sur le long terme. Les seconds frais, les frais de transaction, qui sont liés à ton courtier, comme par exemple Boursobank ou Fortuneo. Donc ça va être les frais liés à l'achat et à la vente de tes ETF. Elles ne viennent pas de l'ETF lui-même, mais de l'intermédiaire que tu utilises. Sur PEA ou compte titre, qu'on appelle aussi le CTO, les frais de courtage peuvent représenter de 0 € à quelques euros selon le broker. Second frais, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Parfois, une petite taxe de passage selon le pays, mais c'est plus rare. Sur assurance vie, on va avoir les frais d'arbitrage, de 0 à 1%. Souvent, c'est 0% sur les bons contrats. Sur mon contrat, en tout cas, c'est le cas. Frais de gestion des unités de compte. Souvent, entre 0,5% à 1% par an. En plus du TER de l'ETF. Ces frais ne sont pas ceux de l'ETF, mais ils impactent ton rendement final. On va avoir également les frais cachés. Mais en réalité, ils sont plutôt faibles. Ils ne sont pas toujours visibles directement, mais ils jouent sur la performance. Le coût de réplication. Il est plus élevé pour les ETF synthétiques ou les ETF sur des zones exotiques,
comme par exemple la Chine, l'Inde, marché émergent, difficile d'accès. On va avoir également des frais pour les prêts de titres. Certains ETF prêtent les actions qu'ils détiennent pour générer des revenus supplémentaires. En pratique, c'est souvent plutôt positif pour toi, car ça peut compenser une partie des frais. Prochain frais, le tracking difference. C'est la différence entre la performance réelle de l'ETF et celle de l'indice qu'il est censé copier. On y revient juste après parce que c'est un indicateur clé. Si je devais te résumer les points importants sur les frais, tu en as deux à retenir qui sont vraiment importants. Un ETF ne prélève pas de frais directement sur ton compte. Tu ne verras jamais moins 3 € de frais de gestion ETF sur ton relevé. Et deuxièmement, les frais sont intégrés dans le prix de la part. Si un ETF a 0,15% de frais annuels, ça veut dire que sa performance sera diminuée d'environ 0,15% par an. C'est tout. Maintenant que je t'ai donné ces informations-là, tu vas me dire, c'est gentil Guillaume, mais comment savoir si un ETF est cher? Eh bien, on va y répondre tout de suite. Concrètement, comment je sais si un ETF est cher ou pas cher? On va regarder 4 choses. Premièrement, le TER, le tracking difference, le spread et l'enveloppe. Le TER, c'est l'indicateur principal. Le TER, c'est le point de départ, donc tes frais annuels du fonds, que tu déduis automatiquement de ta performance. Voici des repères simples pour t'aider. Un TER vraiment pas cher, c'est moins de 0,15%. Un TER pas cher, c'est entre 0,15 et 0,30%. Un TER moyen, c'est entre 0,30% et 0,50%. Un TER cher, c'est entre 0,50 et 0,75%. Un TER très cher, c'est au-delà de 0,75%. On va prendre un exemple pour l'illustrer. Si tu trouves un ETF S&P 500 à 0,03%, c'est vraiment pas cher. Un ETF thématique IA ou cybersécurité à 0,45%, c'est modérément cher, mais parfois justifié par la niche ciblée. Un ETF Smart Beta complexe à 0,60%, c'est considéré comme cher. Il faut vraiment que la stratégie t'apporte quelque chose. Rappelle-toi, plus le TER est bas, mieux c'est. Surtout sur les ETF cœur de portefeuille. Le deuxième point, le tracking difference, la vraie mesure. Pourquoi la vraie mesure? C'est parce qu'elle mesure ce que tu payes. C'est la différence entre la performance réelle de l'ETF et celle de l'indice de référence. Voici un exemple pour t'aider à l'illustrer. Si l'indice fait plus 8% sur l'année et ton ETF fait plus 7,8%, le tracking différence est de moins 0,20%. C'est très bon. En revanche, si l'indice fait plus 8% et ton ETF seulement plus 7%, ton tracking différence est de moins 1%. Là, il est cher dans les faits. Même si le TER officiel a l'air bas, parce qu'il réplique mal l'indice. Parfois, le tracking différence est plus important que le TER, justement pour cette raison. Troisième point, le spread, l'écart entre ton prix d'achat et ton prix de vente. C'est cet écart, justement, qui définit le spread. C'est la différence entre le prix auquel tu peux acheter l'ETF et le prix auquel tu peux le vendre au même moment. Plus le spread est faible, moins l'ETF te coûte à chaque transaction. Un ETF très liquide, avec beaucoup de volume, a généralement un spread minuscule. Voici quelques repères rapides. Un spread inférieur à 0,05%, c'est excellent. Il est correct entre 0,05% et 0,10%. Il va être considéré comme mauvais au-delà de 0,20%. Un ETF peu liquide peut te coûter plus cher à l'achat et à la vente, même si ton TER est bas. Et quatrième point, les frais de ton enveloppe, PEA ou assurance vie. Enfin, tu dois aussi regarder où tu détiens l'ETF. Attention, ce ne sont pas des frais de l'ETF lui-même, mais ils comptent dans ton calcul est-ce que c'est cher ou pas cher pour toi. Sur PEA, les frais sont souvent très bas. C'est en général une excellente enveloppe pour les ETF actions éligibles. Je pense notamment au PEA d'Interactive Broker. Sur assurance vie, les frais de gestion des unités de compte sont souvent de 0,5% à 1% par an. Ils s'ajoutent au TER de l'ETF. Un exemple, un ETF avec 0,15% de frais
et une assurance vie avec 0,90% de frais de gestion sur unité de compte. Le coût total réel pour toi, 1,05% par an. L'ETF est pas cher en lui-même, mais l'enveloppe le rend beaucoup plus coûteux. En résumé, comment juger rapidement si un ETF est cher? On va le regarder dans cet ordre. Un TER, il va être idéalement inférieur à 0,30%. Je parle pour un ETF cœur, type S&P 500, MSCI World. On va regarder également l'encours. S'il y a plus de 500 millions d'euros d'encours, c'est un bon repère. Ça aide pour la stabilité, le spread et la qualité de réplication. On va regarder ensuite le volume et la liquidité. Un ETF qui s'échange beaucoup sera plus facile à acheter ou vendre, avec un spread bien plus faible. Pour le tracking différence, plus l'écart avec l'indice est petit, mieux c'est. Idéalement, une sous-performance de l'ordre de 0,10% à 0,30% par an par rapport à son indice de référence est cohérente avec le TER. Si ton ETF coche ces cases, on peut dire qu'il est pas cher et efficace. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, surtout s'il est logé dans une enveloppe avec frais raisonnables. Pour t'aider à retrouver ces informations de manière simple, j'utilise JustETF, qui référence une grande partie des ETF présents sur le marché. Je précise bien que je ne suis pas sponsorisé par la marque, simplement satisfait du service. Passez-moi au pilori. On récapitule. Un ETF, c'est un panier automatique qui copie un indice. Tu achètes une part, tu es instantanément diversifié. Il existe plusieurs types d'ETF. Première distinction, physique ou synthétique. Son sous-jacent, actions, obligations, matières premières, immobilier. Sa stratégie, classique, sectorielle, thématique, dividende. Sa distribution, si elle distribue des dividendes ou si elle capitalise. S'il est couvert ou non face au risque de change. Le cadre UCITS, en Europe, apporte une séparation stricte des actifs, une diversification obligatoire, une limitation du risque de contrepartie, une transparence importante et une liquidité encadrée. Un ETF n'est pas sans risque. Tu restes exposé aux baisses de marché, aux chocs économiques, éventuellement au taux de change, mais en termes de structure juridique et de protection, surtout en UCITS, c'est un des outils les plus solides pour investir à long terme, à condition de bien le comprendre. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur les ETF, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et me dire en commentaire quel point sur les ETF tu veux que je creuse plus en détail. La fiscalité, le PEA, comment choisir un ETF concret pour débuter. Je débute également en création de contenu, donc n'hésite pas à me donner un retour sur ma manière de m'adresser, si c'est accessible, pédagogique, en montage également si ça t'a paru fluide, et me faire part d'améliorations que j'intégrerai dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour t'aider à reprendre le contrôle sur tes finances. À bientôt!